Donc moi, je suis directrice des soins au Centre Léon Bérard depuis 9 ans. Avant ça, j'ai commencé ma carrière en tant que soignante, aide-soignante, puis infirmière. J'ai eu la chance d'évoluer dans un établissement privé à Paris et on m'a fait confiance. Et comme l'ambiance d'équipe était pratiquement ma priorité, pour pouvoir, étant donné qu'il y avait un lien très clair entre la bonne ambiance et la qualité de la prise en charge avec les patients, je me suis tout de suite rendu compte que ce qui m'animait vraiment, c'était nourrir cette bonne ambiance et que plus on était une équipe fédérée, plus ensemble, plus on prenait du plaisir à prendre soin des patients. Et les patients nous le rendaient bien. Donc il y avait un cercle vertueux là-dedans, mais en tant que soignante, je n'avais pas mis des concepts là-dessus, bien sûr. Une fois qu'on m'a fait confiance, qu'on m'a proposé de devenir manager, j'ai découvert un univers qu'on appelle parfois, dans le corps soignant, on appelle ça le côté obscur de la force. Mais ce côté obscur, pour moi, n'était pas du tout obscur, était vraiment un terrain de jeu extraordinaire où j'allais pouvoir découvrir l'humain, ce qui anime les soignants au quotidien. Donc j'ai travaillé dans les salles de réveil, au bloc opératoire. Et pour concrétiser, ou en tout cas consolider ma carrière, je suis retournée à l'école, j'ai fait une école de commerce à Toulouse. Sur 2 ans, j'ai fait un master spécialisé et de ce fait, dans le même établissement où j'ai grandi en tant qu'aide-soignante, infirmière et cadre, je suis devenue directrice des soins. Donc ça, c'était à Paris. Rapidement, je me suis quand même rendu compte que être directrice des soins, c'était aussi être directrice des problèmes. Et comme j'avais pas l'intention de gérer des problèmes toute ma vie, j'avais vraiment envie de comprendre mais pourquoi mon métier, alors que j'aimais ce métier, m'amenait très souvent à rencontrer la fatigue des professionnels qui m'avaient tutoré, mentorisé, qui m'avaient amené à devenir qui j'étais. Et donc j'ai voulu m'immerger et grâce à plusieurs projets entre vie pro et vie perso, j'ai pu découvrir aux États-Unis, au sein de l'université de Stanford, un centre d'entraînement et de simulation, on travaille en équipe. Puis à Berkeley et à l'université de San Francisco, on m'a parlé de la recherche en soins, la recherche aussi, l'innovation dans les soins, ce qui m'a vraiment, il y a 10 ans, même 15 ans bientôt, bouleversée parce que j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas investi, c'était le facteur humain. Et donc le facteur humain, le travail en équipe. Et donc là, ma carrière a pris un virage. J'ai pu investir aussi l'armée d'air, investir l'Institut biomédical des armées. Pendant 6 mois, je me suis formée au sein de leur équipe et j'ai monté donc ma première entreprise d'entraînement au travail en équipe. Puis avec des caméras embarquées sur les patients pour voir ce que le patient voyait, parce que ce qui était intéressant, c'est que parfois on a l'impression d'être une équipe et je sentais bien que promouvoir le travail en équipe, c'était la formation au travail en équipe, c'était le cadet des soucis forcément des directeurs d'établissement, parce qu'on a déjà tellement de choses à former nos équipes, mais en voyant par la caméra, par la vidéo, ce que voyait le patient, force est de constater que très souvent on avait des acteurs de santé les uns à côté des autres, mais qui ne se connaissaient pas, qui ne travaillaient pas ensemble. Donc voilà, force de toutes ces expériences, j'ai découvert en moi un capital de chercheuse dans le parcours de soins, chercheuse dans l'innovation, de ce qui pouvait être donné du sens. Et donc j'ai investi le Centre Léon Bérard depuis 9 ans et j'ai pu mettre en œuvre voilà, toutes ces idées, toutes ces théories que j'avais engrangées et que j'ai pu mettre en œuvre. Beaucoup d'écoute. Les patients nous challenge. En fait, les prises en charge contre le cancer évoluent très très vite. Donc il faut qu'on soit aussi capable, comme il y a de l'innovation thérapeutique, forcément, on est dans un microcosme qui se mélange la recherche, l'enseignement et le soin. Et donc, le fait qu'on soit dans cet univers de recherche clinique, de thérapie innovante, de questionnement et de médecins et de vraiment une équipe de chercheurs. Ils sont à peu près plus de 500 chercheurs au sein de cette institution. Et cette culture de la recherche permet de donner envie de s'impliquer à leur côté, de se dire « Ok, il y a des thérapies, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour que ces thérapies, ces nouvelles thérapies puissent être comprises par les patients, puissent être adaptées par les soignants pour aussi adapter notre discours, notre accueil, aussi notre traitement, aussi préparer le traitement correctement. Et puis, comment faire pour qu'ensemble, on puisse partager une conscience de la situation, étant donné que ça monte, les nouvelles
techniques aussi. Il n'y a pas que la thérapie, mais des nouvelles technologies. L'intégration de l'intelligence artificielle nous laisse un peu encore pantois à se dire « Ah oui, il y a de l'intelligence artificielle qui va arriver en cancérologie, mais comment on l'intègre dans nos soins, comment aussi humainement on peut intégrer aussi toutes ces nouvelles façons de travailler et comment aussi, malheureusement, la crise sanitaire nous a amené aussi à pousser notre réflexion sur comment faire mieux ensemble. Si on se rencontre entre les chercheurs, les soignants, très rapidement, on va se rendre compte qu'il ne suffit pas d'innover dans les thérapies, il faut aussi innover organisationnellement et aussi dans notre capacité à faire équipe et à s'approprier aussi rapidement que possible les nouvelles propositions qui sont faites aux patients. Parce que le patient, il n'attend pas nos innovations, lui, il attend plutôt la thérapie au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc il faut s'approprier correctement le discours aussi et la compréhension de pourquoi on fait les choses pour pouvoir aussi l'expliquer avec pédagogie et laisser le patient la possibilité de se nous questionner sans avoir peur de ne pas savoir. Donc il faut être prêt à, de manière très pratico-pratique, de dire oui, ce nouveau traitement, est-ce qu'il passe par la pharmacie, comment est-ce qu'il peut être préparé, est-ce que c'est l'infirmière qui le prépare ou le préparateur en pharmacie, puis est-ce qu'il peut être délivré qu'à l'hôpital, est-ce qu'il peut être délivré en domicile. À chaque fois, effectivement, la nouvelle thérapie vient nous challenger sur nos organisations parce qu'elle peut être administrée ou en tout cas préparée et puis expliquée aux patients de différentes manières. Je me suis rendu compte en 9 ans de présence au Centre Léon Bérard qu'au début, on disait on va tourner nos organisations autour du patient. Et aujourd'hui, je crois que nos organisations sont avec le patient. Et le patient est devenu un acteur de santé, pratiquement. Il s'approprie, il veut savoir, il veut comprendre et il a raison. Et il nous pousse dans sa compréhension et il va nous dire « mais moi, j'ai envie de ça ». Avec vraiment une intégration au sein de l'équipe dans comment est-ce que où est-ce que je veux mon traitement, à quel moment je me sens capable aussi de faire cette intervention ou pas, et respecter son tempo. On a beaucoup organisé les soins autour de nos organisations, nos contraintes, l'heure d'ouverture des services, l'heure des consultations. Puis en fait, on se rend compte au fur et à mesure que le patient arrive et il veut aussi nous faire part de ses contraintes, faire part de ses envies, et il a raison. De ce fait, à nous d'être capables d'entendre, de se remettre en question, de dire mais en fait, pour qui on se lève le matin ? On se lève sûrement et sûrement et encore plus, en tout cas tous les jours en ce moment on le voit encore plus, c'est qu'on se lève pour eux, pour les patients. Donc c'est vraiment eux qui sont ceux qui nous disent ce pourquoi on fait le job. Donc oui, effectivement, les patients en fait, font partie de notre équipe. Et maintenant, d'ailleurs, on est en train d'organiser le fait qu'ils intègrent aussi nos équipes dans la formation, dans la recherche, pour qu'ils puissent être formateurs, enseignants, et faire des retours à nos équipes sur aussi ce qu'ils attendent et nos médecins sur comment ils veulent vivre leur traitement et même leur vie malgré la maladie. Il faut que je vous raconte une histoire pour qu'on puisse bien comprendre comment tout ça s'est passé. Parce qu'un exemple de la vie de tous les jours, c'est depuis quelques années, j'entendais parler de l'immunothérapie par nos médecins comme nouvelle thérapie. Mais j'avoue, sans trop me pencher dessus, un traitement qui se faisait en hôpital de jour, simple apparemment, mais qui venait quand même challenger nos médecins, mais je ne savais pas trop pourquoi. En tout cas, ils étaient très attirés par cette nouvelle thérapie et avaient un élan clair sur cette nouvelle manière de traiter le cancer. Puis un midi, tout simplement en mangeant au self avec un des médecins, comme quoi il faut aller manger au self. C'est ce qu'ont fait les participants au Hacking Health ce midi. D'ailleurs, c'est un endroit... J'espère que ça a été très créatif pour eux. Écoute, moi en tout cas ça a été très créatif. J'ai rencontré, et puis on peut manger avec des personnes qui sont présentes. Et à ce moment-là, un des médecins paraissait vraiment... touché par une situation de prise en charge où il était en difficulté sur un patient qui avait un traitement justement d'immunothérapie et qui n'avait
pour qui on n'avait pas détecté les effets secondaires suffisamment tôt. Et malgré l'efficacité du traitement, ce patient est décédé du fait de son traitement, des effets secondaires de son traitement. Donc c'était compliqué. Et puis en discutant avec lui, je comprends qu'il y a une solitude médicale, la solitude des médecins face au suivi de ces patients. Et en m'expliquant qu'il se sentait très seul et que malgré le fait que ces patients viennent nous voir régulièrement, on n'avait pas conscience en fait des effets secondaires suffisamment différents de l'immunothérapie et que ces effets secondaires, il fallait qu'on soit bien au clair pour pouvoir les détecter le plus tôt possible. Et donc à partir de ce moment-là, on a échangé en disant mais est-ce qu'on pourrait pas former plus les gens? Et puis pour finir, ce traitement, il est en hôpital de jour. Et pourquoi est-ce qu'il est en hôpital de jour s'il est assez simple? Est-ce qu'on pourrait questionner les patients pour savoir est-ce qu'ils veulent le faire? Pour finir, si c'est pas si compliqué que ça. Et en plus, c'est pas un produit qui a une toxicité immédiate dans le sang, donc le risque est moindre, immédiat. Donc plusieurs questions se sont posées. Puis de manière parallèle arrive cette proposition de déposer des articles 51 sur des modes dérogatoires de la santé, de l'innovation organisationnelle sur les parcours. Et effectivement, à force d'échanger avec d'abord moi et ce médecin, puis moi et une collègue qui a une capacité de rédaction, parce qu'il faut avoir une sacrée capacité de rédaction pour pouvoir écrire au moins une 38 lettres d'intention et de cahier des charges. Laurent Peyzer nous en a pas parlé, ça. Ah oui, mais c'est d'ailleurs des interactions avec l'ARS pour pouvoir se dire est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet qui pourrait intéresser le projet d'article 51? Et donc on a commencé à décrire et on s'est posé la question plusieurs fois, est-ce que ça pourrait... Et dans ce contexte-là, on a imaginé le suivi d'un patient sous immunothérapie, d'abord en hôpital de jour pour sécuriser la prise en charge, le traitement, la mise en route du traitement, mais en l'associant à de l'éducation thérapeutique et avant tout à de la formation des professionnels qui prennent en charge ce patient, aussi bien à l'hôpital qu'à domicile. Et de ce fait, pourquoi pas, on est allé pousser plus loin, pourquoi pas l'infirmière libérale qui, pour finir, pourrait faire l'éducation thérapeutique. Et puis, pourquoi pas, au bout de 6 mois, proposer aux patients de faire ce traitement à la maison. Donc, une fois qu'on a écrit ce projet qui paraissait acceptable, ou en tout cas parfois un peu fou pour certains, insécure pour d'autres, j'ai demandé l'aide du AICAR Lyon pour nous aider à avoir un extérieur pour se dire il y a beaucoup d'acteurs qu'il va falloir mettre autour de la table. Il y a le réseau de cancérologie, il y a les systèmes d'info Auvergne-Rhône-Alpes qu'il va falloir mettre autour de la table, il y a les URPS, les médecins traitants, les URPS, infirmiers libéraux. C'est beaucoup d'interactions avec aussi l'ARS, la CPAM, la TIH pour les molécules onéreuses, puis le centre Léon Bérard, pour pouvoir arriver à avoir un projet qui tient la route et qui est partagé par l'ensemble des acteurs et qui va être porté in fine aussi bien par le centre Léon Bérard que par les URPS, supporté par le réseau et Sarah en Auvergne-Rhône-Alpes. Il a fallu vraiment de la poigne de la part d'AICAR Lab pour nous aider à suivre le tempo parce qu'on était en pleine crise sanitaire de plus. Et donc, on a lancé ce projet qui a été reçu, accepté, mais qu'il a fallu les premiers 6 mois étaient entre décembre 2019 et 1er juin 2022. 2020. Alors, vous imaginez bien qu'on était à la tête sous l'eau et heureusement que vous avez été à nos côtés pour nous dire allez, on continue et on avance et on a pu mettre en place les premières inclusions au 1er juin 2020 malgré tout, et aujourd'hui on est content, on arrive bientôt incessamment sous peu au 100e patient inclus dans l'essai. Elles ont, dès le début de la mise en place de la thérapie, un rôle à jouer dans l'éducation thérapeutique des patients. Elles vont pouvoir l'accompagner à domicile et donner cette connaissance, transférer la connaissance de l'hôpital d'abord aux libéraux, puis des libéraux aux patients. Et dans cet univers où on rend tout le monde autonome, mais avec une sensation de sécurité que tout le monde est là et capable de réagir, il y a quand même une sensation de sécurité et des capacités d'innover dans un cadre sécuritaire. La rémunération au parcours. Ce qu'on voulait, c'était aussi montrer qu'on n'était pas que dans une dynamique d'innovation organisationnelle, mais qu'on pouvait aussi repenser et se permettre de penser autrement en essayant de penser les parcours et penser des séquences de parcours et un financement où on allait valoriser des temps de coordination, des temps où les gens se parlent et les équipes se parlent. Et ce qui n'est pas dans la T2A aujourd'hui. Et ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a vraiment du temps de parcours et du temps
organisationnelle, mais de coordination. Et que l'économie faite par les transports sanitaires qui ne seront pas effectués pendant les temps où les patients vont rester à la maison, cet argent, au lieu tout simplement de l'économiser, même si c'est important d'économiser effectivement de l'argent pour pouvoir faire encore plus de soins, ou en tout cas de la bonne santé, on a pu redonner cet argent à du temps de coordination et puis valoriser que les patients ils se sentent en sécurité quand ils sentent les équipes coordonnées. Donc on a hâte de voir les résultats aussi de l'expérimentation et de ressenti aussi bien des acteurs que des patients. Qu'on a parlé à Caton, à Christelle, il y a bientôt 4-5 ans, elle démarrait comme une fusée, en nous disant oui, moi j'ai plein de sujets à vous proposer, etc. On va chercher des pizzas, on va trouver plein de sujets, et on va lancer pizza, toutes les équipes sur les rails du hackathon. Au final, on en a eu plusieurs, mais on a eu aussi Trait d'Union, donc, qui est un des projets. Et je vais laisser le présenter. Eh bien, avec plaisir. C'est un très bon souvenir. Je pense qu'on en parle encore très souvent au Centre Léon Bérard parce que, effectivement, j'ai une capacité à vouloir propulser les idées comme ça. Merci Gérald de le rappeler. Mais effectivement, à partir du moment où tu as parlé de ce projet d'avoir un tiers-lieu, on pouvait arriver avec nos problématiques et dire et pourquoi pas faire ensemble et rencontrer d'autres acteurs. Je me suis dit mais quelle chance on peut avoir dans notre région de pouvoir faire ça. Donc il ne faut pas trop chercher loin pour chercher les problèmes que l'on rencontre tous les jours à l'hôpital. Donc entre autres, un des sujets qui me tenait à cœur, c'était comment rencontrer l'autre. Et c'est toujours un sujet qui me tient à cœur, c'est comment rencontrer l'autre. Et en l'occurrence, l'autre, là, avec un grand A, c'est celui qui ne nous comprend pas. Celui qui n'a pas forcément la même langue que nous, mais celui aussi qui n'a pas la même culture, les mêmes croyances. Et donc, depuis un bout de temps, on avait créé un copil d'ambassadeurs, de personnes, où on s'était formé à l'interculturalité. En tout cas, on s'était sensibilisé à l'interculturalité. Et donc, cette équipe qui faisait de son mieux, partageait la conscience, formait des professionnels. Et lorsque je leur ai parlé de l'hackathon, c'était mais pourquoi faire, comment on va faire. Et puis pour finir, je suis mais on ne sait pas, on verra. Vous y allez avec votre problématique, vous dites vous aimeriez trouver une solution qui permet de rencontrer mieux l'autre avec ses cultures, sa croyance, que vous avez des moyens. Des fois, il y a des moyens qui peuvent exister et peut-être qu'il n'y en a pas. S'il n'en existe pas, pourquoi pas en inventer. Et se rendre compte qu'on est capable d'inventer ensemble et d'imaginer, ça décuple la puissance de l'équipe. Et là, j'ai vu une équipe qui s'est soudée, qui a cherché des solutions, qui a découvert d'autres métiers. Et donc, ensemble, ils ont imaginé une tablette qui permettait, avec une application, qui permettait avec tous les soignants qui se sont réunis pendant peut-être 6 mois, 1 an, régulièrement, pour réfléchir sur tous les sujets. Ça allait du menu, parce qu'effectivement, nous, on sert des repas assez français, avec coq au vin et compagnie. Et donc, forcément, aller expliquer coq au vin à quelqu'un qui ne parle pas français. Donc, il fallait bien qu'on ait des outils aussi pour présenter le genre de menu qu'on avait. Ça va des choses assez simples comme ça. Aussi comme prise de l'attention ou mettre en isolement quelqu'un. Le terme isolement peut aussi paraître un peu comme de la prison pour des personnes qui ont d'autres cultures que nous. Et donc nous, on devait expliquer que voulait dire l'isolement pour des règles d'hygiène et d'infection. Donc ces équipes ont travaillé une tablette. Ici, elles ont fait un prototype très simple, en carton, je crois, avec qui commence souvent en carton. Exactement. Et je l'ai encore dans mon bureau et je suis très fière d'avoir encore mon carton Trait d'Union dans mon bureau et de voir aujourd'hui ce que c'est. Et ça a remporté vraiment pas mal de prix. Ça a encore fait fureur. Là, on a rencontré l'Armée du Salut qui est venue dans nos murs. On fait des journées encore interculturalité et cet outil. C'est juste un outil, mais c'est un outil qui permet de rassembler, qui permet d'imaginer ensemble. Donc ça a décuplé et ça a permis d'être un socle pour quand on a parlé de ce prochain hackathon. J'ai dit, mais regardez l'équipe, allez partager ce que vous avez vécu, parce que ça va au-delà de juste l'outil qui a été créé. C'est aussi la créativité, libérer cet espace de notre cerveau, faire autre chose que de soigner. Cette année, du coup, le Centre Léon Bérard est revenu. Sur quel sujet ? Ah là là, c'est un nouveau sujet. Ça fait quelque temps que je pense qu'il faut intégrer les patients dans nos temps de transmission. Et
Ça fait peut-être 3 ans que je suis allée à Genève et j'ai vu qu'ils mettaient en place un projet qui travaillait autour de la relève au lit du patient. Et dessus est arrivé le Covid, mais nos équipes ont testé. Et quand elles ont testé, on a entendu les patients qui nous disaient « mais c'est génial, enfin je peux parler avec vous, on peut se faire le relais, je sais de quoi vous parlez, je sais qui vous êtes aide-soignante, infirmière ». Le patient était ravi. Et nos soignants nous ont dit « ah non, mais alors là, vous oubliez, Madame Galvez ». Donc ils m'ont calmée et je comprends parce que je pense que j'ai touché du doigt une routine parce que ça faisait, en plus j'arrêtais pas de dire qu'on était comme les taxis, on n'avait pas bougé d'un poil notre manière de faire depuis 20 ans, depuis que je suis bébé aide-soignante. La relève, elle se passe autour d'un café, assis dans la salle de relève, avec plein de feuilles, de papier, c'est un brouhaha pas possible. On se passe de l'information et à chaque fois je me dis mais comment on peut être sûr qu'on a passé de la bonne information et en plus comment le patient il sait qu'on est au clair avec ça. Donc, les soignants, j'ai senti que j'avais touché à un rite et qu'il fallait qu'ils puissent le débriefer, qu'ils puissent me dire mais c'est pas possible. Et j'étais prête à battre en retraite. Et quand est arrivé l'hackathon, et que je me suis dit mais pourquoi on n'en parlerait pas là-bas ? Alors je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va en sortir, mais qu'une chose est sûre, c'est qu'ils vont prendre du temps ensemble et qu'ils vont construire ensemble. Et rien que le fait de prendre du temps ensemble, construire ensemble, imaginer ensemble, je pense que mes équipes vont déjà aller beaucoup mieux et je pense qu'en ce moment, il est temps de leur donner du temps.